Bonjour à toutes et tous, on va parler aujourd'hui de ce que pourrait être une psychiatrie ou pédopsychiatrie de continuité. Alors cette idée vient du fait qu'il y a des ruptures, notamment dans la transition ado-adulte, et on voudrait avoir la possibilité de préserver ces trajectoires qui sont vécues, scolaires, sociales ou familiales, dans une continuité temporelle des parcours, sans juxtaposer les dispositifs, et puis dans une continuité spatiale, territoriale, partenariale, au-delà même d'une psychiatrie purement institutionnelle. Donc ça veut dire plus coopérer que se cloisonner. Une logique qui doit renforcer et relier toutes les structures existantes dans le champ de la santé mentale et psychiatrie. Un premier point spécifique de la PEA qui fait qu'il y a cette rupture, qui fait que au passage à l'âge adulte, au passage aux 18 ans, eh bien c'est compliqué. Un premier point de spécificité, c'est le travail avec les familles. En fait, à chaque fois, c'est une spécificité au sens où c'est au fondement de la pédopsychiatrie qu'on travaille avec les familles, et ça ne veut bien sûr pas dire que la psychiatrie adulte ne travaille pas avec la famille. Mais le soin en PEA, c'est toujours partagé avec la famille. On pourrait presque dire que le patient, c'est la famille qu'on prend en compte, même si c'est aux patients, enfants et adolescents qu'on s'adresse avant tout. Donc les membres sont des partenaires actifs, pas simplement des témoins ou des rapporteurs de l'histoire du patient. Et par exemple, un premier épisode psychotique, ça bouleverse tout un système familial, de refus, de sidération, de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, d'éducation, de remise en question. Donc il y a des collaborations qui sont un des points forts du modèle pédopsychiatrique et qu'il faudrait pouvoir maintenir dans la culture de ces dispositifs émergents de transition. Ça implique des dimensions qui sont relationnelles, compréhension, partagée, soutien, d'alliance. Deuxième point assez spécifique à la PEA, qui en constitue le cœur, c'est qu'on a une lecture développementale du trouble, beaucoup plus que strictement diagnostic, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diagnostic, mais en tout cas qu'il y a vraiment ce côté développemental qui s'adresse avant tout aux patients. Et donc à l'adolescence, clinique notamment du premier épisode psychotique, elle est fluctuante, polysymptomatique, intrinsèquement réversible. On le voit bien dans la définition des modèles de staging, on peut aller d'un stade de gravité à un autre et puis revenir en arrière. Et la pédopsychiatrie de l'enfant et l'adolescent, la PEA, a l'habitude de travailler dans cette incertitude, cette temporalité longue du développement. On a ici à droite des différents livres sur l'incertitude en médecine qui montrent bien qu'elle est constitutive de la discipline. Et puis, il ne faut pas figer les trajectoires parce que des fois, on n'a pas de diagnostic. Et il y a une nécessité de souplesse face au développement de l'enfant et de l'adolescent. Posture qui évite une surcatégorisation, qui permet d'adapter le soin à l'évolution, à la maturité, au contexte de vie qui sont hautement changeants, notamment chez l'adolescent, et donc un modèle de vigilance clinique qui devrait être adapté à ça. Et donc, on voit bien, cette question du développement est au centre. Alors, un petit point sur le développementalisme qui lui-même est critiqué, c'est-à-dire comme si on devait à chaque fois se développer selon un modèle normatif bien standardisé pour aboutir à ce qu'on appellerait entre guillemets un être humain, un adulte bien normatif et parfait. Troisième point très spécifique à la PEA, c'est qu'il y a une pratique ancrée dans le territoire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la psychiatrie adulte n'est pas ancrée dans le territoire, mais ça veut bien dire qu'il y a un territoire particulier en PEA, avec une tradition forte du secteur, mais surtout de l'intersecteur, un travail interinstitutionnel, un maillage territorial qui est différent de celui d'adulte tout simplement. Et donc il y a des pivots de soins actuels, d'aller vers qui sont nécessaires pour arriver à fluidifier ces deux territoires qui se superposent entre ados et adultes, tout en évitant de se substituer à ces territoires eux-mêmes, c'est donc vraiment faire du relais de l'articulation, beaucoup plus que de la transformation de l'existant. Et donc bien sûr, maintenir la cohérence du parcours sans multiplier les interlocuteurs, eh bien c'est vraiment tout un art. Alors quand on parle de la transition ado-adulte, eh bien il y a plusieurs champs, plusieurs choses à aborder. Déjà, avoir une co-compétence sans rupture. Une rupture, c'est-à-dire qu'à 18 ans, eh bien, il y a un vrai point de rupture dans le parcours des enfants, adolescents, adultes, des adolescents et adultes surtout. Et donc, il y a l'idée de créer des espaces qui sont cliniques, communs, pour travailler et éviter une succession, comme on le voit sur ces lignes de Tim Ingold, qui sont des lignes hiérarchisées l'une au-dessus de l'autre. C'est comme ça que l'humain du XXIe siècle conçoit les généalogies, par exemple. On aurait une généalogie puis une autre, alors qu'elles sont beaucoup plus entrelacées les unes avec les autres, entre des lignes qui ne sont pas du tout faciles dont les contours ne sont pas du tout faciles à établir. Et on le voit dans une revue, un article ici de la Nature, qui montre bien que d'ailleurs les fractures, les grands changements dans l'âge générationnel surviennent à des âges qui ne sont pas du tout 18 ans. Ils sont aux alentours de 9 ans, et puis le suivant est aux alentours de 35 ans. Donc on a comme ça des transitions qui ne sont pas du tout celles de la transition administrative, et donc une transition PEA-psychiatrie qui est en fait une transition de l'institution. Il y a un enjeu transculturel, de culture institutionnelle qui doivent s'entendre, et donc il faut un modèle qui interpole, avec des gouvernances et cultures partagées entre ces différents mondes. Avec vraiment le case manager qui serait cette personne qui permet de faire ces liens un petit peu comme un objet de transition, mais institutionnel.
Alors, faut-il aller vers une youth psychiatrie, c'est-à-dire une psychiatrie pour la jeunesse? On le voit, hein, une littérature qui est assez vieille. Le premier article qui cite ce terme est de 55, mais en fait, vraiment formalisé, on est plutôt aux alentours des années 70 et vraiment là, plus récemment, dans les 20 dernières années, avec l'idée tout en bas d'un certificat de psychiatrie pour la jeunesse. Ça veut dire en fait de former des professionnels de santé aux 15-25 ans environ, ou 13-35, en tout cas de quelque chose qui serait vraiment lié à la jeunesse telle qu'on la définirait aujourd'hui. Et donc avec une idée finalement non pas d'assouplir la frontière, mais de la faire disparaître. Alors veut-on vraiment d'une psychiatrie pour la jeunesse ou de la jeunesse qui mettrait l'accent sur ce stade de développement transitionnel avec un principe général, hein, unifier des prises en charge, éviter cette fameuse discontinuité, un constat de base eh bien que les troubles se déplacent successivement au cours de la vie, et donc de proposition d'avoir un phénotypage précis. C'est souvent basé sur des modèles de staging avec un aspect transdiagnostique, des modèles de croissance même qui peuvent essayer de montrer l'évolution des troubles. Et dans la littérature, qu'est-ce qu'on voit pour ces pays, ces centres qui s'y sont formés? C'est souvent autour des open space, de solutions technologiques numériques, un soutien éventuellement non spécialisé par les pairs, de co-conception avec les jeunes, avec du gaming, des jeux vidéo, diminuer la médicalisation. Et ce que ça impliquerait, eh bien, ça pose des questions. C'est que déjà, les spécificités de la PEA, qu'en fait-on? La famille, le développement, le territoire, est-ce qu'on doit le fondre dans cette psychiatrie? Mais alors, les spécificités de la psychiatrie adulte aussi devraient-elles être fondues? Lorsqu'on propose une vision intégrée, c'est pas toujours le plus bénéfique, et parfois, dans les modèles pluralistes, comme c'est décrit en bas, hein, eh bien, la tolérance, le pluralisme tolérant est des fois préférable. Tolérant, ça veut dire qu'on tolère qu'il y ait d'autres cultures, sans vouloir absolument les assimiler. Parce que l'assimilation, qui va, on va dire, de manière politique jusqu'à la colonisation, n'est pas nécessairement la plus bénéfique. Ouvrir des frontières voudrait donc dire ne pas confondre les identités professionnelles. C'est-à-dire que créer une psychiatrie pour la jeunesse, eh bien, soit créerait une troisième identité professionnelle, soit flouterait les deux précédentes, soit les deux. Et donc il y a bien sûr le risque de l'adultomorphisme, c'est-à-dire que dès l'adolescence, en fait, il y aurait un modèle adulte qui s'appliquerait, donc se centrer sur les troubles par exemple, donc des risques en fait d'ingérence d'un modèle sur un autre. Donc la frontière à 18 ans est contraignante, mais en même temps elle garantit une diversité de cultures cliniques. Donc en tout cas une nuance à avoir dans cette psychiatrie pour la jeunesse, en tout cas la penser de manière dialectique, plus peut-être avec une psychiatrie de continuité qui veille à élaborer cette culture partagée sans effacer les identités professionnelles, du moins la question reste ouverte. Merci pour votre attention.